Je m'appelle Helle Versler, je travaille comme consultante en économie circulaire chez Mubus. Nous soutenons le service public de Wallonie dans l'élaboration du Green Deal achat circulaire en 2021 et 2022, comme cela a été mentionné par ma collègue Sabina. Sur l'agenda, la prochaine demi-heure, un témoignage pratique sur comment mesurer la circularité dans la construction par Monsieur Damien Varaver de Retrival. Et voilà, nous prévoyons du temps pour les questions et réponses après la présentation, mais n'hésitez pas à partager vos questions via le chat Teams pendant la présentation. Monsieur Varaver, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Hélène. N'hésite pas à m'arrêter parce que je ne vois rien, évidemment. Donc, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a des questions dans le chat ou ailleurs. Oui, pas de souci. S'il y a des questions, je reprendrai le relais. C'est super. Voilà, donc on m'a demandé de participer à cet atelier. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide, pragmatique et concret. En passant très très vite sur une brève présentation de Retrival. J'ai déjà foiré, moi. Voilà, donc Retrival, société coopérative à finalité sociale, créée en 97, au départ pour travailler sur tout ce qui était démantèlement d'installations sidérurgiques, entre autres celle de Cockerill. Je vous passe tous les détails depuis. Actuellement, Retrival a deux gros corps de métier. Le premier, c'est le tri et la collecte de déchets. Le second, c'est la déconstruction sélective. C'est là-dessus qu'on parlera un peu plus aujourd'hui. Dans l'activité tri et collecte de déchets, on est un des plus gros acteurs privés en Wallonie sur le collecte Récupel. On couvre la province de Namur et du Hainaut, autant dans les magasins que dans les parcs à conteneurs de Charleroi. Tout ça revient chez nous, c'est trié, enfin pas trié, oui c'est trié, et puis ça part vers les centres de démantèlement. On fait donc toujours du tri et la collecte de déchets en PME, où on essaie plutôt d'installer des mini-parcs à conteneurs dans les PME, comme vous voyez ici sur les différentes photos. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, ça sort du cadre de la présentation. On fait toujours beaucoup de démantèlement d'installations industrielles, mais notre activité est de plus en plus glissée vers le démantèlement et la déconstruction sélective de bâtiments de logement, de bâtiments de bureaux, autant à Bruxelles qu'en Wallonie. Ici, quelques installations qu'on a démantelées. La grue Tour à Dunkerque, c'était vraiment sympa. Bien amusé, là. Voilà. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on doit parler de la mesure de la circularité. En tout cas, dans le domaine de la construction, moi, je me pose toujours la question de savoir est-ce que quelque chose de circulaire est durable et est-ce que quelque chose de durable est circulaire. C'est une question que je vous invite, sur laquelle je vous invite à réfléchir à vos heures perdues, parce qu'en fait, on peut aller très loin là-dedans. Et c'est toujours intéressant. Monsieur Amadou posait la question aussi tout à l'heure dans sa présentation précédente. C'est pas parce que c'est circulaire que c'est intéressant, ni économiquement, ni environnementalement, et réciproquement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais on peut souvent se poser des questions sur des matériaux biosourcés ou des matériaux ou des produits qui viennent du fin fond du bout du monde, qui sont soi-disant écologiques, biosourcés ou autres. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont durables ou environnementalement intéressants. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de se poser la question de la logique en fait de ce qu'on met derrière. Après, nous, on se pose très souvent la question, quand on parle de mesure de la circularité, sur qu'est-ce qu'on veut mesurer, surtout dans le cadre d'un bâtiment. On a une approche très pratique, on déconstruit un bâtiment, on essaie de maximiser le réemploi dans ce qu'on déconstruit, mais dans les discussions qu'on a avec les entreprises générales, les entrepreneurs, les architectes et autres, une des questions qui se pose très souvent, c'est si on veut mesurer une circularité, mais on veut mesurer quoi exactement? Est-ce qu'il faut mesurer la modularité du bâtiment, sa fonctionnalité, sa réversibilité? Est-ce qu'on est dans le biosourcé, dans l'éco-conception? Est-ce que énergétiquement, en termes de consommation d'eau,
d'énergie fossile ou autre. Qu'est-ce qui rentre exactement dans la mesure de la circularité? À nouveau, je rejoins la présentation de M. Amadou. Il n'y a pas de règle de base, il n'y a pas il n'y a pas une baguette magique qui permet de dire je fais bien ou je ne fais pas bien. Nous, on parle principalement en fait du bon sens. On peut souvent mettre beaucoup de chiffres. En général, on met tellement de chiffres que plus personne ne comprend rien. Mais le bon sens, en général, c'est quand même un très bon indicateur de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Comment on le fait, nous? Non, on va d'abord encore un peu de théorie. On peut aussi, dans le cadre d'un bâtiment, mesurer la circularité à différents niveaux. Est-ce qu'on parle juste d'un produit, donc une planche de bois, un bardage, un dalle de moquette, une porte, ou est-ce qu'on mesure la circularité au niveau du système complet, la cloison qui est faite de 2 cloisons de Gyproc avec de la laine de verre au milieu, la laine de verre est emballée dans du plastique, est-ce que c'est vraiment circulaire? Est-ce que c'est vraiment durable? C'est au départ installé pour éviter qu'il y ait des poussières qui partent dans l'environnement, donc on emballe la laine de verre avec du plastique, mais est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que c'est vraiment circulaire? Tout ça sont des questions qu'on peut se poser très régulièrement dans notre boulot. Et puis, on peut poser la question de la circularité au niveau du bâtiment dans son ensemble. Et ça est toujours très compliqué. Au plus on va loin, au plus c'est compliqué. Est-ce que la circularité du bâtiment est la somme de la circularité des différents produits qui constituent ce bâtiment? Encore une question à se poser. Je n'ai pas les réponses, hein. N'attendez pas moi de moi que je vous donne des réponses. Je vais vous donner des exemples et la manière dont on le fait avec notre pragmatisme et notre bon sens. Mais on n'est pas des théoriciens, on est plutôt des réalisateurs. Donc, on se pose beaucoup de questions. On essaie de faire avancer la réflexion. Ce n'est pas pour autant qu'on a les réponses. Les 2 outils principaux pour mesurer la circularité dans un bâtiment ou dans le cadre de la construction, ben, évidemment, le Life Cycle Assessment ou le bilan ACV, le bilan CO2, avec plein d'outils qui sont repris, entre autres ici. Je vous ai mis les liens, c'est passionnant d'aller lire tous ces documents-là, ou d'essayer d'utiliser tous ces outils-là. Oui, y passer longtemps. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, ils ont tous des avantages, des inconvénients. J'ai mis ici quelques exemples d'outils communément utilisés dans le cadre des tentatives de mesure de la circularité. Il y a un outil que je n'ai pas encore complètement digéré à mon niveau, c'est les comptes rendus issus du programme Interreg FCRBE, qui a quand même beaucoup travaillé sur tout ce qui est circularité dans la construction et dans les bâtiments, avec un premier booklet dont le lien est ici, mais il y a 6 autres booklets qui ont été publiés à la suite de la clôture de cet événement FCRBE. Il y a vraiment des choses super intéressantes en termes de vulgarisation. Nous avons perdu Damien. Oui, On n'entend plus Damien. Non, effectivement. Je propose d'attendre 1 minute. Damien, tu es revenu. Oui. Oui, est-ce que je suis revenu? Voilà, tu es revenu. OK. Merci. Maintenant, je suis perdu là, évidemment. Ouais, OK. Donc, on était dans FCRBE. Je passe à la suite. Alors, dans notre approche à nous de la déconstruction circulaire ou la déconstruction sélective et la maximisation des matériaux de réemploi, on a découpé nos activités en fait sur 6 étapes dans la chaîne de valeur. Quand on se retrouve face à un bâtiment qu'on veut rénover ou démolir et qu'on veut avoir une approche circulaire sur ce bâtiment, donc les 6 étapes de la chaîne de valeur sont prises ici. Il faut étudier le bâtiment
c'est sûr. En tout cas, essayer d'avoir des plans, c'est la première étape. Après, éventuellement faire un inventaire réemploi, un inventaire déchets, un inventaire déchets dangereux, enfin produits dangereux tels que l'amiante. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut partir sur une déconstruction sélective et je vous passe toutes les différentes étapes qui sont derrière. Vous avez à côté le logo de chaque structure au sein de Retrival qui s'occupe des différentes étapes. Escobel est notre bureau d'études, Retrival est ce qui engage la force vive et les travailleurs de Retrival avec la dimension entreprise d'insertion, où on fait de la formation par le travail pour des nouveaux métiers liés à la déconstruction sélective. Et puis le nouveau-né, dernier-né, le CornerMat, qui est en fait l'outil qui nous permet de commercialiser les matériaux de réemploi qui sont issus de nos propres chantiers ou d'autres chantiers ou d'autres vendeurs. La dernière étape, la remise en œuvre, pose souvent des problèmes parce que trouve pas souvent des artisans ou des corps de métier qui sont prêts à travailler avec du matériel de réemploi, surtout dans les côtés professionnels. On ne s'y est pas encore attelé et c'est pas sûr qu'on va le faire. Au sein de Retrival, en tout cas. En fait, cette chaîne de valeur permet de répondre à plusieurs critères, à ces trois critères-ci, qualitatif, quantitatif et temporalité. En fait, le gros problème avec des matériaux de réemploi qu'on doit déconstruire, c'est que bien souvent, on doit les avoir en quantité suffisante, de qualité suffisante et au bon moment que pour pouvoir les vendre. Ça nous est trop souvent arrivé de déconstruire sélectivement un bâtiment, de se retrouver avec des flux super intéressants, mais qu'on n'arrive pas à vendre. Donc, en fin de compte, on doit les jeter. Et puis, 15 jours après, on nous demande exactement ce qu'on a acheté 15 jours avant. Ou on n'a pas la bonne couleur ou la bonne épaisseur. Donc, ces trois critères-là sont vraiment hyper importants pour maximiser le réemploi dans la construction. Et pour pouvoir répondre à ces trois critères, il faut pouvoir couvrir le plus large éventail de la chaîne de valeur prise dessus. Alors, un des points en fait qu'on retient et qui nous est un peu notre lead dans la mesure de la circularité des matériaux de construction, c'est ici un simple petit graphe qui est issu de l'outil Totem. Outil assez intéressant, pas encore tout à fait complet, mais qui est appelé à bien évoluer a priori, qui permet qui permet de mesurer la performance environnementale d'un bâtiment. Vous connaissez tous le PEB qui mesure la performance énergétique d'un bâtiment, mais Totem permet de mesurer la performance environnementale de ce dit bâtiment. Je vous passe le détail du fonctionnement de Totem, mais sur un système constructif, par exemple un mur extérieur, c'est l'exemple que j'ai repris ici dans la présentation, mais on voit que l'impact environnemental proprement dit provient à entre 40 et 60% de sa production. Donc c'est l'énergie grise liée à sa fabrication qui engendre le plus gros impact environnemental. Alors, sans faire de grandes études et mettre beaucoup de chiffres sur la table, c'est assez simple de se rendre compte que si on veut si on veut diminuer ou diminuer l'impact environnemental ou améliorer la performance environnementale d'un bâtiment, il suffit de prendre des matériaux qui ne sont pas produits, puisqu'on diminue automatiquement de 40 à 60% la performance environnementale. Donc, en fait, nous, c'est notre lead, ça. Tout ce qui est réemployé ou tout matériau réemployé, automatiquement a un impact positif environnementalement parlant et donc automatiquement augmente la performance circulaire du bâtiment. C'est un peu un raisonnement par l'absurde, mais il fonctionne très très bien. Donc, vive le réemploi. Alors, quelques exemples de ce qu'on a fait et de la manière dont on a pu travailler ces dernières années. Vous avez ici un bâtiment, c'est un bâtiment à Scarbeck, celui-là. C'est 4000 m² de bureaux qui ont été entièrement démantelés jusqu'à la structure béton. Donc, on voit l'évolution du chantier ici.
en dessous les différents matériaux qui ont pu être extraits et récoltés. Ça a été un chouette chantier. J'en parlerai après, c'est un chantier dont est issu pas mal de matériaux qui nous ont servi à nous à construire notre propre bâtiment. J'en parlerai un peu plus tard. Ici, deux autres exemples de chantiers sur lesquels on a fait le même type de prestation avec, en fait, notre manière à nous de mesurer l'impact qu'on a sur nos chantiers. Donc, sur tous nos chantiers de déconstruction sélective, on fait un bilan matière. C'est très simple. Le bilan matière, c'est on arrive à faire simplement un petit fromage comme ça. Vous avez ici le bilan matière de deux chantiers. On regarde tout ce qui est sorti dans les bennes. Donc tout ce qu'on déconstruit est trié. On isole, on maximise, on isole ce qui est potentiellement récupérable. Et tout le reste est évidemment trié et mis dans différentes bennes. Et ben, vous avez ici le résultat de ce que ça donne. On a sur un chantier 46% de bois, 26% de métaux et en réemploi 21%. On parle de poids ici, hein, ce serait trop facile de le faire en volume. On parle de poids et c'est dans le cadre de chantiers de rénovation. Donc on n'a pas de quantité phénoménale d'inertes. Évidemment, si on rase le bâtiment et qu'on casse le béton et qu'on fait un bilan en poids, mais évidemment, les pourcentages seront complètement différents, puisque l'impact béton-brique inerte dans le bilan massif serait beaucoup plus élevé. Un autre chantier, le Fontaine Plaza, c'est un chantier pour Befimo, où là, on a eu un taux de réemploi très important parce que on est tombé toujours le critère de temporalité, qualité et quantité. On est tombé sur un acheteur qui avait justement besoin de cloisons comme on les démontait pour refaire une structure de bureau à Binche. Donc, c'est parti de Bruxelles à Binche. 60 km, c'est encore raisonnable. Ici, réemploi 95%, comme quoi ça existe. Vous avez ici le bâtiment, c'est un bâtiment qui servait de showroom dans une concession de voitures à Moucron. Bâtiment révolutionnaire qui avait été monté dans les années 90, entièrement en bois. Le concessionnaire devait s'en défaire. On l'a entièrement démonté, étiqueté toutes les différentes parties, les différentes pièces en bois. Et le tout a été expédié en 2 semis vers Marchin, qui est une école de cirque, en fait, un centre culturel qui fait de l'hébergement d'artistes. Donc Marchin, ça s'appelle Latitude 50, et ils vont remonter cette structure-là pour accueillir d'autres artistes et salles de répétition. Très chouette chantier, très compliqué parce qu'il a fallu tout étiqueter, et puis c'est là qu'on a mesuré aussi la difficulté. C'est pas parce que c'est une structure bois qu'elle est démontable, en fait. Il y avait énormément d'éléments, en fin de compte, qui étaient assemblés avec des cols polyuréthane et des éléments indémontables. Et donc, on a dû faire preuve d'un peu de créativité avec les menuisiers et nos différents travailleurs pour arriver à quelque chose de réaliste et de cohérent pour la suite. Mais vraiment un chantier super intéressant aussi. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'était tous des chantiers de déconstruction. Ici, un chantier de reconstruction, en fait. Donc ça, c'est notre nouveau bâtiment, bâtiment de Rétrival à Couillet. Vous avez la structure noire qui est le hall de stockage de à peu près 2000 m², la structure béton qui représente 2 niveaux de 145 m² de mémoire qui abritent nos bureaux et les locaux sociaux. En fait, on s'est dit sur ce bâtiment que, comme c'était un peu notre vitrine et notre activité, ben, on allait faire un accord avec l'entreprise générale pour avoir un gros œuf fermé, châssis compris. Et puis c'est tout. On a fait tout le reste avec des matériaux de réemploi issus de nos propres chantiers. Pendant 1 an à peu près, on a conservé tous des matériaux, dont ceux de Scarbet dont je vous parlais tout à l'heure. On a conservé toute une série de matériaux sans savoir ce qu'on allait en faire. Mais on les a conservés quand même en se disant ça pourra servir.
Puis on a travaillé avec un architecte peu dingue, un peu artiste comme ça, qui nous a aidé à tout mettre en place. Et finalement, on a des bureaux, on estime actuellement que 80% des aménagements intérieurs de ces bureaux sont faits avec du matériel de réemploi. Vous avez quelques photos ici. La cuisine qui a été démontée à Bruxelles et remontée le lendemain avec le lave-vaisselle, avec le four, avec l'évier tel quel. Ça a été remonté directement, ça ne nous a rien coûté. En haut à gauche, vous avez notre bureau qui est on ne voit pas très très bien sur la photo, mais ceux qui sont déjà venus chez Retrival pourront éventuellement en témoigner. L'espèce de truc bleu, noir, gris et tout ça, c'est en fait une cloison double de bureau, une cloison en verre. Et on a rempli le vide entre les deux verres avec des déchets. C'est des tuyaux d'aspirateur, c'est des câbles réseau, c'est des câbles, des Alpex de plomberie. Vous avez ici en bas, c'est une table. C'est mon bureau en fait. C'est une porte en fait. Ici, c'est tout du mobilier de bureau qui vient de la SPAC, qu'on a récupéré suite au déménagement de la SPAC. Encore du réemploi. Tout le cloisonnement en fait, des bureaux a été fait avec des panneaux, enfin, un système BDLM, qui était un système de cloison de bureau modulable ou modulaire qu'on a retrouvé à Scarbeck. Et on est quand même toujours assez fiers. Chez Retrival, c'est le seul endroit où on fait visiter les WC. Donc, c'est des WC de récup. La dalle de marbre qui est ici est une marche d'escalier qui permettait de descendre dans la salle de coffre. Donc, les deux photos que vous avez à droite, c'est en fait une cloison qu'on a construite avec des coffres issus. Enfin, c'est une salle de coffre d'une banque qu'on a démontée à Bruxelles. On a conservé tous les coffres, on a fait un Tetris, on a coupé le cul des coffres pour en faire une armoire, enfin une sorte d'étagère. Et en fait, ben, ça nous fait une cloison et le guichet pour guichet d'accueil pour les chauffeurs. Et la dernière photo ici, ce sont les douches avec les séparations entre les différentes douches. Ben, c'est de nouveau des cloisons de verre de bureau. Le carrelage vient d'une boîte de nuit à Bruxelles. Le carrelage mural vient d'une faïencerie à la Louvière. C'est tous des matériaux qu'on a démontés à gauche et à droite sur nos différents chantiers. Je pourrais vous parler pendant des heures des expériences qu'on a eues avec les différents corps de métier pour remettre tout ça en œuvre. Ça n'a pas toujours été simple. Il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui n'ont pas joué le jeu aussi. Donc, on estime maintenant à 80% le réemploi. En gros, tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment, c'est du réemploi, sauf le chauffage, le système d'alarme et la ventilation, qui est liée au chauffage, enfin, qui est en partie liée au chauffage. C'est très difficile de mesurer ces 80%. En fait, c'est pas simple de le mesurer et c'est encore plus compliqué de mesurer l'impact environnemental réel, ou l'impact social ou l'impact financier réel. On essaye d'y travailler avec différents bureaux d'études, mais ça coûte très très cher et c'est vraiment pas vraiment évident à faire parce qu'il n'y a pas une méthodologie claire, nette et précise qui permette de chiffrer ça de manière vraiment objective. Et, on y travaille, on espère arriver à quelque chose d'ici le premier trimestre proche de 2022. Donc le bilan, ben, 300 mètres de bureau, tout ça je vous ai expliqué. Ce qui a été super important, en fait, c'est de réussir à créer un côté participatif entre les différentes entreprises. On n'a pas fait un appel d'offres, on n'a pas fait un cahier des charges hyper compliqué. Ça a été très difficile aussi pour les corps de métier de chiffrer ce qu'on leur demandait. Je prends l'exemple d'un électricien. Si on lui demande de placer des prises, il place une prise et dans son devis, c'est fourniture et pose d'une prise, systématiquement. Et nous, on lui disait, ben, non, ça va être juste pose d'une prise, parce que la fourniture, nous, on va le faire. Donc pour l'électricien, lui, il doit revoir entièrement sa méthode de calcul. Et en fin de compte,
on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile de travailler à livre ouvert avec lui. On a travaillé de manière très collaborative, très transparente, et, et ça a très très bien fonctionné parce que justement il y avait cette volonté et ce partenariat, cette collaboration qui pouvait se mettre en place. Après, c'est très compliqué. Et comme je disais, il y a certains corps de métier qui n'ont pas joué le jeu, et je vais reprendre l'exemple habituel. Chaque fois que je fais visiter le bâtiment, on a récupéré des très beaux robinets, des très beaux éviers, avec des très beaux robinets poussoirs. Il suffit de pousser une fois sur le robinet, il s'allume. On pousse une deuxième fois, il ne s'allume pas. Le plombier nous a dit c'est impossible de réparer ces trucs-là pour le réemploi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne idée. Il y a des ressorts dedans, c'est très, très, très fragile, très spécifique. Donc, je ne peux pas placer ces robinets-là. J'ai repris un robinet chez moi, je l'ai démonté, il suffisait de changer la pile. Donc, voilà, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de bonne volonté pour réussir à travailler là-dedans. Et après, ben, pour le chiffrer, c'est encore beaucoup de patience et beaucoup de bonne volonté. Voilà, je suis au bout de ce qu'on a fait. Je peux vous en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je préfère toujours faire ça dans le cadre d'un échange. Merci Oui. Damien pour ta présentation. Merci beaucoup en effet, et on a encore quelques minutes pour répondre à les questions qui ont été mises dans le chat. Je prends peut-être d'abord la dernière question qui a été ajoutée et qui me semble très pertinent, et la question est: quel est aujourd'hui le point critique? Est-ce que c'est trouver les chantiers de démolition ou est-ce que c'est trouver les clients pour la deuxième vie des produits? Ah, ça c'est une super bonne question. Au début, Retrieval est toujours une entreprise d'insertion. Donc notre première volonté était de mettre des gens au boulot et de leur apprendre un nouveau métier. Donc notre première préoccupation, c'était trouver des chantiers de déconstruction. Après, on s'est rendu compte qu'en leur faisant déconstruire, si on ne vendait pas derrière, ben, on n'arrivait pas à refourguer tout ce qu'on démontait, ce qui ne fonctionne pas bien non plus. Du coup, on a ouvert le Corner Mat maintenant il y a 3 mois et demi. Et crise aidant, le Corner Mat, il est vide parce qu'il était entièrement vidé. On n'a pas beaucoup de chantiers. C'est pas toujours facile de trouver des chantiers pour le moment avec la pandémie. Et donc, on se retrouve avec un magasin qui se vide plus vite qu'il ne se remplit pour le moment. Et donc, c'est assez cyclique, on n'a pas encore atteint l'équilibre. On doit aussi travailler sur la com, marketing, etc. etc. Mais pour le moment, on est plutôt en demande de chantier. Et je suis presque sûr que dans 6 mois, on sera en manque de clients pour acheter nos matériaux. C'est souvent l'activité est souvent cyclique. Donc, voilà, on n'a pas encore atteint l'équilibre et c'est un nouveau modèle, tout est neuf là-dedans. Il faut, on se cherche encore un peu. Ok, merci. Je vois aussi une question, et vous avez parlé de la mise en œuvre par les corps de métier déjà un petit peu, mais voilà, on se demande comment s'est passée la mise en œuvre par les corps de métier spécifiques avec ces matériaux de réemploi. Il y a toute une série qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on a engagé pour notre bâtiment, on a engagé un bricoleur de génie qui sait tout faire, qui a de l'or dans les mains, qui a travaillé à mi-temps avec nous, avec nos gars, et qui a fait la coordination des différents corps de métier. Heureusement qu'il était là, mais je pense qu'il a eu beaucoup de cheveux blancs à la fin de son mandat, et il était content de partir. Ça a été vraiment fastidieux et compliqué. C'est pas dans les habitudes des corps de métier, en fait. Ils sont habitués à travailler avec certains types de matériaux, avec certaines marques. Ils sont outillés pour travailler avec certains types de matériaux, avec certaines marques. Et quand on les sort de leur zone de confort, il faut vraiment tomber sur le corps de métier qui est prêt à réfléchir et qui est prêt à sortir de cette zone de confort-là. Il y en a pas beaucoup, en fait. C'est pas toujours facile. Ok, merci beaucoup. Malheureusement, il nous reste plus de temps pour les autres questions. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train de mettre des questions dans le chat.
Mais Moi- dans la session de clôture, il y aura encore une petite présentation par Retrieval avec les conclusions importantes de cette demi-heure. Alors là, vous auriez de nouveau l'opportunité de reposer vos questions. Alors, merci beaucoup pour la présentation intéressante et pour votre participation à cette session. Les slides seront disponibles sur le site web du Green Deal. Ça a été déjà mentionné par Sylvie tout à l'heure. Et je vous invite maintenant à vous rendre à la prochaine session parallèle, soit sur l'ICT ou le textile. Vous trouverez les liens dans l'email de confirmation que vous avez reçu, mais je vais également partager les différents liens ici dans le chat. Merci beaucoup et voilà, on vous revoit dans la deuxième session parallèle.